Salut, salut! C'est moi. J'espère que tu vas bien. Juste un rappel que tes évaluations de podcast et commentaires sont extrêmement appréciés et même essentiels pour le rayonnement de Go Wild. On veut vraiment qu'un maximum de belles personnes comme toi puissent bénéficier du contenu. Je t'invite à t'abonner au podcast sur ta plateforme de balado-diffusion préférée pour être informé de la sortie des nouveaux épisodes et je te rappelle aussi que l'entrevue est filmée et disponible sur ma chaîne YouTube Mode on the Go que je t'invite aussi à suivre si le cœur t'en dit. Bon, mais je te laisse. Bye là! Vanessa doit sa passion du voyage à une combinaison de facteurs dans son enfance. Des parents qui prenaient goût à visiter leur Québec en famille, son besoin d'évasion dans les livres d'histoire et romans fictifs l'amenant dans des contrées lointaines, et en vieillissant, l'accumulation de petits voyages à Disney et dans les Caraïbes. Selon les dires, la vie ne nous met pas de défis qu'on ne saurait surmonter. Après des études intenses en Nicolet et un accident de voiture qui aurait pu lui coûter la vie, elle se dit que c'est assez. Elle avait assez mis sa vie sur pause. Il faut vivre maintenant. S'en suivit des voyages très transformateurs et riches en réalisations. D'abord qu'elle est tout à fait prête à autre chose que les tout inclus et surtout le work hard, play hard. Citation qui influencera sa façon de vivre sa vie jusqu'à aujourd'hui. Bon, bonjour ou bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc, c'est Maude, votre animatrice, alias Mode on the Go. Puis on se retrouve aujourd'hui à l'épisode 18 de Go Wild. J'ai vraiment le plaisir d'accueillir Vanessa Baudin d'Espace Nomade, qui nous parle en direct ni plus ni moins de la Côte-Nord, à Havre-Saint-Pierre, la chanceuse. C'est comme la destination où je vais aller cet été pour visiter mon beau Québec. C'est la destination pour l'été. Exact, sérieusement, c'est extrêmement populaire. T'es chanceuse d'y vivre. C'est drôle parce que Van et moi, on se connaît pas personnellement, on s'est jamais dans le sens rencontrés, mais c'est tout comme. Ça fait plusieurs mois qu'on échange des messages. J'ai participé aussi à ton podcast. Vraiment, j'ai juste hâte d'aller te faire un petit coucou sur la Côte-Nord. T'es tellement la bienvenue. Oui, puis donc Vanessa, j'aimerais ça commencer en fait par parle-nous un petit peu de ce que tu fais, de qui t'es, puis de ce que tu fais avec Espace Nomade. C'est comme tu as dit, je suis originaire de la Côte-Nord. En fait, moi, je suis vraiment revenue travailler dans mon coin de pays. De profession, je suis policière. OK. Fait que c'est ce que je fais à temps plein. Puis l'autre moitié de mon temps plein, Ouais. je le passe avec Espace Nomade, en fait, qui est une page Facebook, un compte Instagram, un blog, puis une chaîne YouTube aussi, et tout nouvellement, un podcast. Oui, qui est super intéressant en passant. Je vous invite, ceux qui nous écoutent, à aller voir cette petite mine d'or-là. C'est littéralement des régions, donc tu invites des gens qui s'y connaissent, qui habitent la région, ou du moins qui l'ont déjà visité, puis qui partagent leur coup de cœur. Fait que ça nous invite vraiment à aller visiter les différentes régions. Oui, c'est ça. J'avais comme le goût de faire un podcast. En fait, je consomme énormément de podcasts, puis il y en avait pas beaucoup de Québécois, tu sais, qui parlaient de voyage ou de tourisme ou de vacances ou des choses comme ça. Il y avait le tien. Puis c'est ça. Fait que je me suis dit, pourquoi pas on en créer un. Puis là, dans le contexte actuel, je me suis dit que faire une tournée des régions du Québec, ce serait un beau sujet. Comme je prévois pas mal comme tout le monde que les gens vont voyager pas mal plus au Québec qu'à l'international dans les prochaines années. Hein. Fait que plutôt que d'aller passer nos vacances, puis même, tu vois, cet été, même aller dans d'autres provinces, c'est difficile. Fait que, tu sais, souvent, les Québécois, on va aller en Ontario, au Nouveau-Brunswick, dans les provinces maritimes, tout ça, mais même ça, cette année, c'est plus ou moins possible. Fait que... Exact. Fait qu'on va juste aller maximiser ça. De toute façon, notre Québec, j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre nous, grands voyageurs, on l'a un petit peu négligé. Fait que c'est pas méchant de donner un petit peu plus de temps. Fait que chapeau pour cette belle initiative-là. Je suis vraiment... J'adore, j'écoute les épisodes, je les suis. Donc, merci. Écoute, je serais vraiment curieuse, Vanessa. J'aime ça poser cette question-là à toutes mes invités, mais à quand remonte ta passion du voyage? Oh mon Dieu! Hey, ça fait tellement longtemps. Je veux dire, depuis toujours, en fait, je pense que, tu sais, mes parents m'ont quand même inculqué ça. On s'entend au niveau des vacances au Québec. Oui. Tu sais, on faisait beaucoup de camping, pas de camping, mais tu sais, de voyages, de vacances estivales, là, tu sais, ou bien même de vacances l'été. Je me souviens qu'à toutes mes semaines de relâche, tu sais, on allait soit en vacances à Québec ou au Saguenay ou des choses comme ça, puis on allait faire des activités. Fait que, tu sais, mes parents m'ont toujours traîné un peu partout comme ça.
Puis, j'ai commencé à voyager vraiment à l'international. Mon premier voyage, c'était pour aller à Walt Disney. Ça, c'était comme mon plus grand rêve. Le rêve de tous les enfants. Ouais. C'est Ouais. ça. Puis, je suis allée quand j'avais 12 ans. Puis, l'autre chose qui m'a amené comme la passion du voyage, c'est que là, vous le voyez derrière moi, là, il y a vraiment beaucoup de livres. Puis, tu sais, pour ceux qui l'écoutent pas sur YouTube, en fait, qui ne voient pas l'image, j'ai une énorme bibliothèque de livres derrière moi. Puis, je lisais beaucoup quand j'étais au secondaire, ben, même au primaire, secondaire. Puis, en fait, c'est que quand j'étais fin primaire, début secondaire, j'ai vécu une grosse période comme d'intimidation quand j'étais à l'école. Puis, ça m'a amené beaucoup à me perdre dans ma tête. Tu sais, souvent, je m'évadais dans ma tête puis je m'imaginais ailleurs bien souvent parce qu'ailleurs, c'était comme un peu plus beau, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, je lisais beaucoup, puis j'aimais beaucoup lire des romans historiques qui avaient attrait, tu sais, comme à la Nouvelle-France, puis aux pays d'Europe, un peu, avec les périodes d'après-guerre, puis tout ça. Puis, surtout, mon livre préféré, c'est Outlander, tu sais, toute la série Le Chardon et le Tartan. En fait, le monde connaît la série maintenant, mais c'est des livres à la base. À la base, oui. Ouais, puis moi, j'ai tout lu ces livres-là quand j'étais au secondaire et je rêvais d'Écosse, là. Je me disais, un jour, je vais mettre les pieds en Écosse, puis effectivement, j'ai mis les pieds en Écosse. OK, c'était ma question. Est-ce que tu es allée? Est-ce que tu as suivi ce besoin-là? Oui, okay. Je suis allée, puis pour ceux qui auront écouté la série puis lu les livres, là, je suis allée à Culloden, qui est comme l'équivalent des Plaines d'Abraham au niveau de l'histoire, là. Mettons, pour le Québec, là, c'est comme l'équivalent en Écosse, là. Fait que c'est un lieu vraiment historique dans le livre, puis dans la série, puis tout ça. Fait que, ouais, je suis allée là. Intéressant. C'est toujours le fun de, tu sais, que ce soit même des fois de regarder un film ou de lire un livre, puis après ça, d'aller sur place, puis de, tu sais, d'un peu revivre ce que tu as lu. Je pense que ça rend le moment encore plus spécial. Fait que non, vraiment. Puis, je serais curieuse parce que, bon, au niveau de tes études, tout ça, bon, tu as étudié, tu as fait tes études à Nicolet, puis ensuite, tu as eu un poste dans ta région. Puis, je serais curieuse, tu as eu un moment où tu t'es fait la promesse que tu n'attendrais pas après les autres pour vraiment vivre, faire des voyages qui te tentent, qui te plaisent, repousser tes limites. Je serais curieuse de savoir un petit peu qu'est-ce qui a été l'événement déclencheur? Bien, en fait, mon premier poste, c'était pas ici à Havre-Saint-Pierre. J'ai travaillé dans le nord du lac Saint-Jean, à Dolbeau-Mistassini. Fait que moi, j'ai fait mes études à Alma. Après ça, j'ai travaillé au lac. Fait que j'étais super contente parce que mes amis étaient encore là, tu sais. Oui. Je connaissais plein de monde. Fait que j'avais un bon réseau social qui était encore là. Tu sais, comme mon début de vie d'adulte, je l'avais passé là, tu sais. Fait que, Saguenay, ma région. Mais là, attention, moi, j'étais au lac Saint-Jean. Ah oui, c'est plus creux. Mais c'est ça, c'est que dans le fond, dans la période où j'étais au lac, j'ai fait quelques voyages, mais surtout des voyages dans le sud. Tu sais, on allait une gang de chums, puis on partait une semaine en tout inclus dans le sud, puis tout ça. Puis moi, j'étais comme tannée de ça. Là. Puis à toutes les fois, ben c'est comme on y allait avec des amis. Fait que là, il fallait tout s'arrimer, toute la gang. Là, il faut que les vacances fit, puis tout ça. J'étais comme un peu tannée de ça. Puis mes parents, à un moment donné, ils ont eu envie. Le rêve de mon père, c'était d'aller en Italie. OK. Ouais. Puis là, mes parents, ils m'en ont parlé, puis ils m'ont offert que, tu sais, d'aller avec eux, dans le fond, en Italie, en échange que je prépare comme le voyage, puis que, fait que là, c'était comme mon premier voyage en Europe, j'avais aucune référence, rien. Donc, on s'est tourné vers une agence de voyage pour nous aider à ce moment-là, ce qui était quand même la bonne décision à faire, là, quand tu sais comme pas trop, là, tu sais. Maintenant, je ferais plus ça, mais là, maintenant, c'est parce que je Dans les premiers voyages, non, c'est ça, exact. Dans les premiers voyages, toute bonne agence de voyage est bon à considérer. Fait que c'est ça, on est parti presque 3 semaines en Italie. On avait loué une voiture. On a sillonné l'Italie là, de Rome à Turin. Ça a été exceptionnel. Puis vraiment, j'ai pogné la piqûre en me disant, OK, c'est ce genre de voyage-là. Je me doutais que j'allais aimer ce genre de voyage-là, tu sais, que vraiment, j'étais mûre pour autre chose que les tout inclus, là, vraiment. Mais ça a été vraiment la confirmation que ça me tentait de faire plus de voyages dans ce style-là. Mm-hmm. Puis, j'ai eu une grosse accident de voiture en 2012 qui aurait pu me coûter la vie, en fait. OK. Puis, finalement, je m'en suis sortie avec pas grand blessure, puis on comprend pas vraiment comment j'ai fait pour ne pas me blesser plus que je l'étais. Puis, on dirait qu'à partir de ce moment-là, je me suis promis que tu sais, j'allais arrêter d'attendre après les autres. Ouais. J'allais arrêter d'attendre après les autres pour réaliser comme mes rêves, pour réaliser ce que je voulais faire. Puis que j'allais vivre là, vraiment. Tu sais, j'ai tellement travaillé fort. Je veux dire, faire mes études, ça a été long. Ça a été énormément de sacrifices, énormément de...
on a un peu l'impression qu'on a mis, tu sais, que tu mets ta vie sur pause pendant cette période-là parce que tu focuses vraiment sur un but. Je veux dire, c'est à ce jour la plus grande réalisation de ma vie, tu sais. J'ai tellement focusé là-dessus pendant longtemps, puis c'est vraiment une énorme fierté d'avoir réussi, tu sais, la journée où on m'a remis mon badge, j'ai pleuré ma vie, là. Je veux dire, c'était l'accomplissement de tout. Mais oui. Oui. Mais non, c'est l'accomplissement de tous mes efforts, tu sais, de toutes ces années-là que j'avais tellement travaillé que là, mais tu sais, rendu en 2012, j'ai commencé à travailler en 2011. Rendu en 2012, quand j'ai eu mon accident, j'étais comme, OK, là, tu sais, tu peux vivre, là, tu l'as atteint ton but, là, tu sais. Tu l'as atteint, il te reste juste à le garder puis à bien le faire, mais tu l'as atteint, fait que maintenant, tu peux te gâter, tu sais. Tu peux vivre, puis arrête de mettre ta vie sur pause, puis go, là, faut que t'oses, là. Oui, 100%. Puis je trouve tellement que ça résonne avec moi, ça résonne avec, je suis sûre, bien des voyageurs aussi, des nomades. Puis je sais qu'après ça, c'est là, ça a déboulé. Il y a eu, tu t'es permis un voyage plus à vocation humanitaire, coopératif. Tu es parti au Sénégal. Ça a été un voyage assez marquant pour toi. Tu peux-tu nous en parler un petit peu plus? Ah ouais, vraiment. En fait, au Sénégal, j'étais déménagée, là, à ce moment-là, j'étais revenue sur la Côte-Nord, j'étais déménagée chez nous. Puis, bon, là, ça faisait quelques années que je travaillais, j'avais un peu plus de sous, j'étais un peu plus à l'aise, tu sais. Fait que je m'étais fait une bucket list de choses que je voulais faire. De choses que je voulais faire dans la vie. Puis c'était pas juste des voyages, là. Ça allait de, prendre mon permis de moto, avoir un bateau, acheter ma maison, avoir un chien. Ça passait par tout ça, là. Mais il y avait dans la liste faire un voyage humanitaire. Puis là, je cherchais le bon voyage humanitaire parce que moi, ça me tentait pas, d'aller, mettons, travailler dans un orphelinat pendant 2-3 semaines, un mois. Puis ces enfants-là, ils ont déjà le syndrome de la séparation, comme l'angoisse de séparation tellement profonde que je me disais, je ne vais pas aller comme qui s'attachent à moi pendant 3 semaines, puis m'en aller après, 1 mois, ça va me déchirer, puis eux aussi. Fait que je cherchais vraiment qu'est-ce qui me convenait pour moi. C'est sûr que je dis pas que ça, c'est pas bon, là, mais c'est ce que moi qui allait me convenir. Puis j'ai trouvé cette agence-là à Québec qui faisait des voyages humanitaires de 2 semaines. Okay. La période me convenait, parce que c'était pas évident d'avoir autant de vacances, tu sais. Fait que 2 semaines, ça se faisait bien. Le prix me convenait. Puis, la manière dont c'était fait me convenait aussi, c'est-à-dire que c'était une mission de distribution de denrées en tout genre, qui passait par les vêtements, le matériel médical, des matériels scolaires, de la nourriture à certains endroits. Puis, on se promenait dans le Sénégal, c'est au Sénégal, on se promenait dans le Sénégal, puis en même temps, on visitait, tu sais, les attraits qu'il y a au Sénégal, parce qu'il y a vraiment plein de belles choses. C'est vraiment un super pays au niveau touristique. Il y a plein de belles choses à voir. Là. On le sait pas, là, mais c'est... C'est réputé aussi pour sa côte. Il paraît qu'il y a une super belle côte. C'est hallucinant. Il y a le lac Rose, il y a le désert, il y a une réserve naturelle avec des animaux. J'ai vu les premiers rhinocéros et les premières girafes de ma vie. Les premiers zèbres, je capotais. Fait qu'il y avait tout ça qui me parlait. Puis... ça a été mon premier move de dire je le fais toute seule. Je le fais pour moi, c'est une décision que je prends, je m'en vais, puis je m'inscris toute seule. Puis c'est pas grave si tout le groupe, je les connais pas. Je vais y aller, puis je vais... Tu vas rencontrer les gens, tu vas te mixer. Exact. Exact. Fait que je me suis dit, je suis capable de faire ça. Puis c'était comme le premier pas en dehors de ma zone de confort. Oui. Puis finalement, il est arrivé une belle surprise. C'est que ma sœur, avec qui est en fait... on a le même père, mais pas la même mère. Avec qui j'avais peu ou très peu de contact, en fait. On se parlait un peu de temps en temps, mais on n'avait pas une super relation pour plein de raisons qui nous appartiennent. Mais bref, m'a écrit, parce que j'avais écrit sur Facebook, je sors de ma première rencontre pour le Sénégal, départ prévu, telle date, je capote, blabla. Là. Et elle m'a écrit pour me demander des infos sur ma mission, puis qu'est-ce qui se passait. Et cette journée-là, à la réunion, il y avait une place qui s'était libérée. Il y avait quelqu'un qui avait dit... on avait su que quelqu'un s'était désisté de la gang. Fait que ma sœur, qui est vraiment une grande voyageuse, on se rejoint vraiment, vraiment beaucoup sur ce point-là, a dit « Hey, sais-tu quoi? Ça me tenterait. » C'est fou comment il y a plein de synchronicité dans ce voyage-là avec ta demi-sœur. Ah, vraiment, c'est fou, là. Fait que là, 30 minutes après, elle me demandait les coordonnées de l'agence. 2 heures après, elle m'écrivait pour me dire qu'elle avait booké le voyage puis qu'elle s'en venait avec moi. Mais comprends-tu que on n'avait pas vécu ensemble jamais, là, tu sais, le plus longtemps qu'on avait passé ensemble,
tu sais, bon, quand on était jeune, un peu plus, mais je veux dire, dans les dernières, mettons, 5 ans, 5-10 ans, c'était comme une journée. Puis ça impliquait pas un dodo, là, tu sais. Et on le sait à quel point un voyage, c'est soit ça passe ou ça casse, puis finalement, ça l'a passé. Parce que vous avez eu un événement qui, tu sais, le hasard a fait en sorte que vous avez pu aussi vous rapprocher davantage. Explique un petit peu qu'est-ce qui se passait, comment le hasard a joué en votre faveur. C'est que, rendu à l'aéroport, la personne, elle a un sac avec des numéros dedans, puis il faut choisir les numéros. Fait qu'on était 14, donc il y a 14 numéros. Puis, à chaque soir, pour dormir, elle pigeait des numéros pour savoir qui dormait dans quelle chambre et avec qui. Parce qu'il y avait des couples, d'amis, tu sais, des gangs, ben pas des gangs d'amis, mais mettons, des mères-filles, tu sais. Fait qu'elle voulait pas que ces gens-là soient toujours ensemble et elle voulait forcer, dans le fond, que les gens les échanges. Avec les échanges. C'est ça. Puis c'est bien, puis c'est un beau concept. Mais nous, le hasard a fait que, bon, moi, j'étais numéro 9 ou 10, puis ma soeur l'inverse. En tout cas, on avait 2 numéros qui suivaient et systématiquement, tous les soirs, sans exception, même les soirs où on était juste 2, parce qu'il y a des soirs où on était 4 par chambre, les probabilités sont plus de notre bord, tu sais. Mais même les soirs où on était seulement 2, on a été systématiquement pigés pour dormir dans la même chambre tous les soirs. Pendant les 14 jours. C'est quand même exceptionnel. Pendant les 14 jours. C'est quand même exceptionnel. C'est vraiment capoté, là. Ça a vraiment impacté votre relation jusqu'à aujourd'hui ou que cette personne qui t'a suivi, qui est proche de toi, puis vous prenez des nouvelles, tu me disais qu'est-ce quasiment tous les jours. Fait que c'est fou. Oui. Oui. Puis j'aimerais ça, Van, que tu me parles un petit peu de Pierre, parce que Pierre aussi, c'est quelqu'un que tu as rencontré puis qui t'a impacté, tu sais, par rapport à ta vision du voyage, puis comment tu l'intègres dans ta vie. Fait que, en tout cas, je te laisse me parler de Pierre. En fait, Pierre faisait partie du voyage. Pierre, l'âge de mon papa. Puis, c'est ça, il faisait partie du voyage. Puis, pour faire un portrait, c'est un grand bonhomme costaud, tu sais, tatoué comme ça se peut pas, tu sais, des gros tatous partout sur le chest, partout dans le dos, passionné de plongée sous-marine, passionné de la vie. Puis lui, il avait un garage de carrosserie pour faire pour refaire des voitures. Puis c'est ça, lui, il travaillait super fort pendant une partie de l'année, puis après ça, il s'en allait aux Philippines, majoritairement Philippines, Indonésie, puis tout ça, pendant 3-4 mois pour aller faire de la plongée sous-marine. Il embarquait sur des bateaux de plongée sous-marine, puis il partait, puis il y avait des amis là-bas, il se louait une vie, tu sais, comme une casa là-bas, puis il vivait là-bas vraiment pendant tout ce temps-là. Et il y avait de tatouer sur lui « Work hard, play hard ». Tu sais, puis il me parlait justement de sa vision de la vie, puis de sa vision de, tu sais, tu travailles super fort pendant un temps, puis après ça, tu t'amuses fort, tu sais. Tu te gâtes, puis tu y vas à fond, puis t'en profites vraiment. Puis je trouvais tellement que ça me rejoignait, cette manière-là, parce que moi, c'était un peu ça aussi, tu sais, je travaillais super fort pour ramasser mes sous, puis après ça, je partais, tu sais, je partais m'amuser, je partais en voyage, puis tout. Puis, ben, moins, tu sais, à cette époque-là, ça commençait, mais ça me parlait, tu sais, vraiment, sa manière de voir la vie et tout ça. Puis d'ailleurs, j'ai tellement parlé de plongée sous-marine avec lui, puis je me disais, crime, moi, c'est mon rêve d'aller faire mes cours de plongée. Puis là, tu me disais, ah, t'es capable. Puis lui, Pierre, il y avait 3 filles, puis il amenait faire ses filles de la plongée sous-marine, ses filles qui avaient mon âge, tu sais. Puis comment t'es capable? Puis je disais, ah, mais je sais pas, tu sais, j'ai comme un peu peur, je suis un peu stressée. Non, tu vas voir, c'est genre le meilleur feeling ever, tu vas adorer ça, puis ça. Puis, fait que c'est ça. Puis, il était... tu sais, pas obstineux, mais tu sais, il challengeait, là. OK. Une tête forte. Ouais. Puis tu sais, moi, j'aime ça, puis je suis de même un peu aussi. Fait que là, pendant la semaine, on s'obstinait un peu, puis ça, mais c'était toujours très, très, tu sais, amical, là, dans notre façon de faire. Puis je me souviens que j'avais dit à la gang, parce qu'on était allé comme en fin octobre, début novembre, j'avais dit à la gang, vous allez voir, mi qu'on revient, là, moi, à Noël, je vous envoie toute une carte de Noël, tu sais. J'avais pris les adresses de tout le monde, puis effectivement, c'est ce que j'avais fait. Puis je me souviens que Pierre, il m'avait répondu à ma carte de Noël en me disant « Sérieusement, je pensais pas que tu allais le faire, mais tu sais, t'es vraiment une femme de cœur, blabla. » Puis tu sais, il m'avait écrit un super beau message qui m'avait vraiment, vraiment touchée. Puis tu sais, il m'avait dit « Va, tu sais, continue, poursuis tes rêves, puis tout ça. » Ça m'a vraiment, vraiment beaucoup marqué. On a eu la chance après ça de partir en Grèce en croisière. Puis là, mon papa était avec moi dans ce voyage-là. Puis, tu sais, mon père avec Pierre, je savais qu'il allait bien s'entendre. C'était 2 personnes vraiment du même type, tu sais. Okay. Puis, ça a vraiment été une semaine exceptionnelle.
Ça, c'était comme à l'automne aussi. Et à l'été suivante, un matin, je dormais, j'ai eu un téléphone, puis c'était un locataire qui m'appelait pour m'annoncer qu'il y avait eu un accident de moto, puis qu'il était décédé. Mon Dieu. Ouais. C'est des personnes comme ça qui nous marquent, puis qui qui amènent tellement qui impactent notre façon de voir la vie, puis de littéralement vivre notre vie aussi, parce que c'est ça qui est arrivé, c'est que, tu sais, ton work hard, play hard, puis c'est ce que je trouve fabuleux avec toi puis ton conjoint, c'est que, tu sais, c'est que vous aimiez votre travail, tu sais, toi, t'es policière, lui, il est pompier forestier, puis vous travaillez fort pendant l'année, puis là, justement, le projet qui vous attendait, qui vous attend, c'est de partir un 8 mois. Tu sais, c'est quelque chose que vous avez préparé longtemps, puis c'est un peu ça l'idée, c'est de prendre des longs congés tout en quittant pas vos emplois. C'est un peu ça, votre façon d'être nomade, entre guillemets. Oui, ben c'est ça, c'est notre façon à nous de work hard, play hard, tu sais. C'est ça que je disais, quand il est décédé, je veux dire, sa carte, tu sais, la carte avec la photo qu'on te remet, le signet, tu sais, sa devise est écrite dessus. Puis, tu sais, moi, elle est sur mon frigo, puis c'est ça, là. Puis, tu sais, je l'ai fait, mon cours de plongée, puis je pensais à lui, puis, tu sais, il y avait, tu sais, un rappel avec mon histoire aussi de mon accident d'auto, tu sais, de faire comme, OK, ben lui, il n'a pas eu la chance que j'ai eue, tu sais, lui, en moto, ça pardonne pas, là. Fait que, tu sais, lui, malheureusement, il est décédé, puis tout ça, puis souvent, tu sais, quand je voyage, j'ai souvent une pensée pour lui de dire, regarde, je l'ai faite. C'est comme il vit à l'intérieur de toi, dans un sens, tu sais, c'est qu'il t'accompagne dans... Oui, je trouve ça vraiment beau, honnêtement. Là, ben effectivement, à partir de ce moment-là, tu sais, la devise a pris tout son sens, puis encore plus, ben comme tu dis, Vincent, il est pompier forestier, fait que c'est vraiment super intense la période où il travaille. Vraiment, vraiment, tu sais, c'est une grosse période de avril à septembre où il travaille. Là, il est revenu à la maison ce soir. Ben oui, ça m'a surpris, j'étais comme, il était supposé revenir en nous! Oui, c'est ça. Il est revenu à la maison ce soir, mais ça faisait comme un mois qu'il était parti. Okay. Puis je le sais jamais. Je l'ai su hier qu'il revenait. Puis demain, en fait, il pourrait repartir. Puis il pourrait m'appeler pour me dire qu'il repart. Puis c'est comme ça. Puis moi, ben de mon côté, j'en profite aussi pour travailler plus quand il n'est pas là. Fait que je prends comme des heures supplémentaires. Puis je travaille. C'est comme ma grosse période l'été pour travailler. Puis après, ben, à l'automne, on voyage. On part toujours en voyage assez longtemps. Puis là, ben j'ai pris un congé différé. Mon travail me permet ça. Puis, tu sais, dans le fond, c'est beau là, de voir, exemple, Vicky puis Pascal que tu as eu sur ton podcast. Oui. C'est beau de voir qu'eux, ils ont eu le guts de tout quitter pour voyager, puis ils sont super bien dans ce mode de vie-là, puis ils le font bien, puis c'est super, super heureuse pour eux. Puis c'est eux qui nous ont inspirés, en fait, à faire le saut, puis de faire, OK, ben on va le prendre le congé différé, mais c'est nous, quand on a décidé qu'est-ce qu'on pourrait faire pour voyager longtemps, on s'est assis et on a regardé nos options. Parce que nous, c'était pas une option de lâcher notre travail, de démissionner puis de dire « ciao, bye, je pars ». C'était pas parce qu'on pourrait pas le faire. On pourrait le faire si on avait la volonté de le faire, mais parce qu'on veut pas le faire, parce qu'on est bien dans nos travails puis on aime ce qu'on fait, tu sais. On a tellement travaillé fort pour arriver où ce qu'on est qu'on veut continuer de faire ce qu'on fait puis ce qu'on aime, tu sais. Tout en ayant la possibilité de voyager. Fait qu'on a regardé nos options, puis l'option, c'était ça. L'option, c'était que moi, je pouvais prendre un congé différé. J'ai pris 8 mois. Puis Vincent, lui, l'hiver, il est sur le chômage. Fait que ça permet qu'il ait en congé lui aussi. OK. Puis là, c'est ça, je trouve ça que c'est vraiment votre équilibre, dans le fond. C'est ça que vous êtes allé chercher. Votre équilibre, ça concerne à quoi? C'est à voyager plusieurs mois par année. Puis, en fait, ce que je me demandais, Van, c'est au niveau du différé. Toi, est-ce que tu trouves à chaque 4 ans te permettre un gros voyage ou à chaque 2 ans, je pense, plutôt? En fait, c'est sur une période de 3, 4 ou 5 ans. Là, ça dépend de votre employeur puis de la grille de tarification puis de la période que vous preniez votre différé. Comme moi, j'avais le choix à partir de 6 mois jusqu'à 12 mois. Okay. Moi, j'ai décidé de prendre 8 parce que c'était ce que je pouvais prendre. Pour plein de normes là, au travail, je ne pouvais pas prendre plus que 8 mois. Dans le fond, moi, en prenant sur 8 mois, tu as des échelles salariales qui t'expliquent, bon, mais si tu le prends sur tant de mois, tu vas le payer pendant tant de temps à tant de % de ton salaire. Fait que moi, en ce moment, je le paye pendant 4 ans. Ma période de 8 mois de congé inclus. Et ça m'impacte en ce moment, je vis à 87 % de mon salaire. Fait qu'on me retire le reste des pourcentages qui va servir à payer mon salaire
pendant mon différé, dans le fond. Donc, je vais avoir le même salaire pendant mon 8 mois. Mais c'est moi qui vais l'avoir retiré. C'est comme un peu un principe de compte épargne, mais que tu gères pas. Exact. Des acomptes provisionnels. C'est ça. Fait que c'est meilleur parce que tu n'as comme pas le choix. Tu as le prélève direct sur ta paye. Oui. C'est l'épargne forcée, comme on dit. C'est ça. Oui, mais je trouve ça formidable. J'ai zéro connaissance à savoir si d'autres professions le permettent. J'imagine oui, que en fait, je sais que les infirmières peuvent le faire, entre autres, parce que ma marraine est infirmière puis elle l'a déjà fait. OK. Je sais qu'il y a plein d'autres corps de métier là, qui ont accès, surtout des corps de métier au niveau du gouvernement ou comme les infirmières, c'est des grosses associations, en fait. Là. Oui. Des grosses compagnies, là. Fait que je le sais que certaines compagnies le permettent, mais c'est pas toutes les compagnies qui ont le droit, tu sais, ça va avec la convention collective, en fait. C'est pas toutes les compagnies qui ont le droit d'en prendre autant dans leur carrière, mettons. Okay. Moi, là, c'est mon premier que je prends, mais à tous les périodes de 5 ans, je pourrais en reprendre un autre si je veux. OK. OK. Ouais. Je comprends. C'est ça, parce que l'article que j'avais lu sur ton article sur ton blog, ça disait qu'en 2 ans, vous auriez pu partir, mais finalement, l'économie a eu lieu sur 4 ans. Oui, c'est ça. OK, je comprends. Excellent. Ouais. Puis, écoute, ça, dans l'article, on explique notre budget, en fait. Là, fait que si vous voulez savoir un peu plus spécifiquement notre budget, comment on s'est organisé pour partir, puis pallier à ça, parce que là, nous, on s'entend, là, on vend pas notre maison, on vend pas nos autos. Les comptes continuent de rentrer. Les comptes continuent de rentrer. Il y a certaines choses, comme je disais, qu'on peut diminuer. Exemple, le câble de télé puis d'Internet. Le compte de télé, on peut le mettre comme en veille, là, en tout cas, tout dépendant de votre compagnie. Nous, avec TELUS, on peut faire ça. Mais tu sais, tu as certains comptes comme l'hypothèque de la maison va continuer, puis les assurances vont continuer, puis tout ça. Fait qu'il y a quand même une logistique d'épargne qu'il faut mettre en place. Oui, vraiment. Là. Exact, c'est ça. C'est que non seulement il faut que tu prévois tes dépenses de voyage, mais en plus, tu as encore un loyer, pas un loyer, mais du moins une hypothèque à payer. Puis là, ton salaire va être un peu moindre. Puis dans notre planification, en fait, c'est qu'on avait prévu qu'on partait à l'international. Donc, en partant à l'international, Vincent, il n'a pas accès à son chômage. Donc, lui, il se retrouvait à prendre un congé sans solde. Fait que c'est sûr qu'à ce moment-là, ça impacte encore plus ta prévision de budgétaire, là, tu sais. Définitivement. Mais je trouve ça bien intéressant. Puis effectivement, pour ceux qui nous écoutent, je vous recommande fortement d'aller lire l'article. C'est super intéressant. Ça démystifie bien des choses. Si jamais un congé différé, une planification de voyage sur du long terme vous intéresse, allez voir son article. Je vais mettre le lien dans le détail du podcast. Maintenant, Van, j'aimerais ça nous ramener à un moment assez cocasse, un moment assez difficile quand même, d'un des voyages que tu as fait avec ton conjoint, avec Vincent, qui vous a poussé un petit peu, écoute, à l'extérieur de ta zone de confort. On s'entend que votre zone de confort est quand même assez large. Oui, mais quand même. Parle-moi de ce fameux voyage à Terre-Neuve qui était supposé bien rouler, couler, écoute... Vincent était préparé. Puis, Vincent, il était prêt, lui. C'est quoi cette histoire-là? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est qu'on partait 1 mois à Terre-Neuve. C'était notre premier voyage, gros voyage ensemble, moi puis Vincent. Là. Ça faisait 1 an qu'on sortait, 1 an et quelques là, qu'on sortait ensemble. Puis, par exemple, tu sais, il a toujours été willing de suivre dans mes aventures puis dans les voyages. Tu sais, dès le jour 1, il était prêt à partir en voyage avec moi. Fait qu'on avait prévu ce voyage-là à Terre-Neuve. Fait qu'on partait 1 mois. Okay. Puis on partait en camping pendant 1 mois. Puis ça aussi, on en parle sur le blog là, de notre traversée sur le Bella des Gagnés là, pour se rendre jusqu'à Terre-Neuve, là, qui a été toute une épopée, avec le char dans le container puis tout le kit. Là, vous irez voir ça. Mais... on allait principalement à Terre-Neuve pour faire de la randonnée. Parce qu'on est vraiment des tripeux de randonnée puis de plein air. Puis Terre-Neuve, c'est vraiment le paradis pour ça. Et en plus, cette année-là, c'était Canada 150. Fait qu'on avait accès aux parcs nationaux gratuitement. Fait que c'était comme l'année parfaite pour aller faire ça. On avait spoté la traversée des Long Range dans le parc de Grosse Mourne à Terre-Neuve. C'est une longue randonnée dans l'outback, en autonomie. Pas balisée. En autonomie complète, il faut que tu amènes ta tente, tu bivouacs, ton filtreur à eau, tes ration packs, name it, là, ça te prend tout dans ton sac à dos. Et ça te prend surtout un GPS. Chose qui... Parce que c'est pas balisé. Fait que, avertissement, si vous souhaitez aller là-bas, je vous le dis, prenez un cours de GPS ou soyez très, très à l'aise en forêt parce que ça va mal se finir, sinon... T'es en train de dire que ton pompier forestier était pas à l'aise avec son GPS? Ah non, mais moi, je te dis que s'il n'avait pas été à l'aise avec son GPS... OK.
Ça serait Parce mal que passé. moi, aucune inquiétude, là. Mon pompier forestier de mari, il n'y en avait pas de problème, là, qui n'était pas mon mari encore à l'époque, soit dit 100%. Mais il n'y en avait pas de problème. En plus, Vincent était... Lui, là, c'est sa job de traîner des grosses charges dans le bois, de marcher dans le bois qui a brûlé, dans les terrains accidentés. Je veux dire, c'est sa vie, là. Il passe son été à faire ça. Puis là, il venait de finir sa saison. Comme il a fini de travailler, puis 2 jours après, on partait. Et il arrivait de l'Ouest canadien. Puis l'Ouest canadien, on s'entend, là, c'est pas des terrains plats comme ici, là. Mm-hmm. Fait qu'il arrivait, là, de marcher dans les montagnes avec ses hausses, puis sa pompe, puis tout le kit, là. Il était super entraîné, super prêt à ça, là. Pas moi. Je croyais que j'étais prête. Oh mon Dieu, comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mais tu sais, déjà, c'était très exigeant comme randonnée. Déjà, moi, c'était ma première randonnée en autonomie, à traîner mon sac à dos puis tout ça. J'ai comme frappé un mur, là. Ça a été comme plus exigeant. Mais je suis très orgueilleuse dans la vie. Et si on me dit que je suis pas capable de faire quelque chose, crois-moi que je vais être capable de le faire. Mais mon chum avait beaucoup confiance en moi, là. Lui, il avait aucune inquiétude. Mais tu sais, moi, j'avais une petite boule d'angoisse ici, là. Mais je n'y ai pas dit avant la fin. Sauf que, c'est ça. On fait la randonnée, tout se passe, somme toute, assez bien. On suit le GPS, puis mon chum, quand il me dit la trail a l'air d'aller par là, mais avec le GPS, ça ne fit pas, ça doit être une trail de caribou, parce qu'on nous avait mis en garde que ça se peut que ça soit des trails de caribou. Fait qu'il disait, on coupe là, puis depuis le début de la journée, comme jour 3, ça allait super bien. On coupait, puis on arrivait, puis on sauvait vraiment des mètres, là. Tu sais, ça fonctionnait super bien. Jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus. On arrive, style je sais pas, le GPS dit qu'on est à 400 mètres du campement. Puis là, on se dit, ah cool, notre journée de rando est presque finie, on arrive, hey, ça a bien été. Non. Là, on arrive, puis on est au-dessus d'une falaise. Puis le campement, il est en bas. Okay. Mais on le voit, là, il est en bas, mais c'est parce que ça descend pas, là. Il n'y en a pas de chemin, là. On descend là comment? On n'a pas des cordes pour faire du rappel, là, tu sais. Fait que là, je fais comme OK, bon, là, il regarde le GPS, bon, on va s'en aller par là. Les courbes de niveau ont l'air de s'aplanir un peu. Fait qu'on se dirige par là, mais il y a un phénomène à Terre-Neuve il y a des rivières souterraines en dessous des roches. C'est recouvert de mousse, puis tu le vois pas. Ce qui fait que moi, je me suis coincée, ma jambe est passée entre 2 roches, puis je me suis disloqué le genou. Oui, pendant qu'on cherchait très ouch. Mais j'ai un problème dans mon genou. Déjà, j'ai les ligaments hyper étirés à cause des blessures précédentes. Puis mon genou, il rembarque tout de suite. Là. C'est pas un problème. Je suis pas restée avec le genou tordu, mais ça fait mal. Puis ça enfle. Oui. C'est ça. Fait que là, ça devenait vraiment très urgent de trouver un chemin pour descendre. Mais là, comprends-tu que moi, je suis un peu handicapée en ce moment, là? Fait que je peux plus faire des cascades là, pour descendre. Là. Ça prend quand même une place de safe. Fait que là, je marchais un peu. Là, Vincent, il allait voir avant moi. Là, il me disait « Attends ». Là, il allait voir. Il disait « OK, ça descend pas là, il faut continuer plus loin ». Là, on continuait plus loin jusqu'à ce qu'on trouve une place pour descendre. Puis là, on a fini par réussir à descendre jusqu'au campement puis s'installer pour la nuit puis tout ça. Mais à ce moment-là, ce que moi, je sais pas, c'est que Vincent a l'intention de me demander en mariage pendant le voyage. Oui! Ouais. Moi, je sais pas à ce moment-là, tu sais. Il traîne la bague depuis le début du voyage. En fait, ma bague, il l'a achetée à Québec, il est allé faire un tour en Colombie-Britannique, il est revenu au Québec, on est parti à Terre-Neuve, il l'a cachée dans le spare du char pour pas que je la trouve. Toute une histoire, là. Mais là, on est en rando, il se passe ça, et moi, je suis d'un zen, là. Tu sais, je me blesse, mais je dis pas un mot. Fais juste nous trouver un chemin. Tout va bien aller. Même si tu étais en douleur, parce que tu devais quand même avoir très mal. Non, c'est ça. Oui. Mais tu sais, tu comprends très vite quand tu es dans un état, pas de survie, là, mais tu sais, quand tu es en autonomie de même puis que tu arrives à un pépin comme ça, tu comprends très vite que si tu gueules après l'autre personne, si tu pognes les nerfs puis tu t'énerves, ça va pas amener à rien. Non, c'est clair. Tu sais, je veux dire, le résultat, il sera pas bon au bout de la ligne, là, tu sais. Ça va juste faire énerver tout le monde puis tu vas juste prendre des mauvaises décisions. Surtout que c'est la seule personne qui peut t'aider, là. Fait que moi, à ce moment-là, j'ai besoin qu'il trouve une solution puis qu'il trouve une bonne décision, tu sais. Ouais. Fait que je reste calme, je reste zen, tout va bien. Et je pense qu'à ce moment-là, Vincent, il a fait comme « OK, à part cette tête, je vais vraiment la demander en mariage. » J'aime ça! Ouais. Puis le lendemain, ça a été une belle journée de rando quand même. Là, j'étais un peu raide le matin, mais tu sais, je me suis vite réchauffée. On a fait la fin de la rando. Heureusement, c'était la dernière journée le lendemain.
Puis on s'est rendu au char, mais ça a impacté tout le reste de notre voyage parce que vu que j'ai pas pris du repos, j'ai pas mis de la glace tout de suite, que j'ai marché comme un autre 12 km en montagne dessus, ben j'avais le genou 2 fois la grosseur, puis j'ai pas pu vraiment refaire de rando de tout le reste du voyage. Fait qu'on s'est adapté, puis mais vraiment, tu sais, je le recommencerais, là. Ouais, je le recommencerais, c'était magnifique. C'est une super expérience, là, tu sais, le dépassement de soi, il est vraiment au rendez-vous, là. Tu sais, pour te dire à quel point ça a marqué notre vie, genre, tous les deux, dans nos vœux de mariage, on l'a comme inclus. Ah, pour vrai? Ce soir-là, ouais, sans s'en parler, parce qu'on n'a pas vu nos vœux de mariage ni l'un ni l'autre avant. Puis, tu sais, ça a été vraiment un moment marquant où est-ce qu'on s'est dit, OK, on est vraiment hot en communication, on est vraiment une bonne équipe. Puis, tu sais, un voyage, ça passe ou ça casse. On en parlait tantôt, je veux dire, c'était notre premier voyage après un an de vie commune. On habitait quand même ensemble. Ça, ce qui est aussi un bon test pour un couple. Mais, tu sais, un voyage en dehors de ta zone de confort à ce point-là, en camping, puis tout ça, tu sais, vraiment, on s'est vraiment rendu compte qu'on était vraiment fait pour voyager ensemble, qu'on était vraiment une bonne équipe, puis que, tu sais, on allait se rendre loin, puis qu'on allait en faire des beaux voyages. Tellement. Je pense que récemment, ça a été le COVID qui a été un test pour les couples, mais je pense que c'est une belle idée de se mettre un voyage un petit peu plus, tu sais, hors des sentiers battus, où tu as vraiment ton vrai caractère qui ressort. C'est juste pour se tester comme couple, puis travailler la communication, puis si c'est proposé pour des compagnies, si c'est proposé pour travailler l'esprit d'équipe, le couple, c'est comme tu l'as dit, c'est une équipe. Donc, non, 100%. Puis, j'aimerais ça faire un petit peu fast-forward puis me rendre à votre voyage de noces parce que je sais que tu m'as dit qu'il y avait vraiment eu un coup de cœur parce que toi, t'es un poisson dans l'eau. Tu dis que tu te sens bien quand t'es sous l'eau. Donc, parle-moi un petit peu de ta destination pour la plongée. Là. Je veux partager ça avec le monde. Ah oui, clairement. On s'est rendu... notre voyage de noces, on le faisait en Asie. On est allé 5 jours à Singapour. Après ça, on est allé sur l'île de Bornéo en Malaisie. D'ailleurs, on a fait notre premier sommet de 4000 mètres sur l'île de Bornéo. On a monté le mont Kinabalu, qui a été aussi une bonne épreuve. C'est une bonne montagne. Mètres, c'est pas rien. Oui. Ouais, 4095 mètres, là, je pleurais rendu en haut, là. Côté oxygène, t'étais correct? Oui, ça allait. Puis, il faisait des tests pendant qu'on était là au niveau de l'oxygène, savoir notre degré d'acclimatation, tout ça. Puis, moi et Vincent, on a vraiment coté fort, là, au niveau de l'acclimatation, là. On serait bon, selon les tests qu'ils ont fait, on serait bon pour faire des grosses montagnes, là. OK. Ça aussi, c'est dans la bucket list. Autre sujet. Oui, c'est ça. Mais bref, pour en venir à notre gros coup de cœur, c'était en Thaïlande. On avait dans l'idée, un peu en arrière de la tête, de peut-être faire notre cours de plongée pendant notre voyage de noces, mais tu sais, on se disait, si on a le temps, puis tout ça. Et finalement, on s'est dit, OK, go, on y va. On est parti à Koh Tao, qui est le paradis de la plongée sous-marine en Thaïlande. C'est une petite île de 21 km². La vibe, là, c'est genre Island vibe. Il n'y a personne de stressé là-bas. C'est hallucinant. Le décor est exceptionnel. Puis, on a fait notre open water pour commencer, qui est 4 jours. Puis, on a pu le faire en français parce qu'il y a plein de French teams qui sont là-bas pour donner les cours de plongée. Ce qui, je trouve, est une excellente option parce que, tu sais, quand même, tu mets ta vie... Ben, pas ta vie en danger, là, mais tu sais, c'est quand même quelque chose qui peut facilement te mener à une situation de danger quand t'es pas bien équipé, quand t'es pas bien informé, quand t'es pas bien accompagné. La communication doit être fluide. Exact. Fait qu'il faut que tu comprennes ce qui t'explique pendant que tu fais ton cours. Fait que nous, nos critères, c'était de le faire en français. Fait qu'on a trouvé une team en français qui était absolument hallucinante. On a capoté. Fait qu'on a fait notre open water. Ça a tellement bien été. Il nous restait des jours qu'on a décidé de faire notre advance. Fait que maintenant, nous, on peut plonger dans 90% des sites de plongée au monde. Wow. Et on a vécu vraiment quelque chose de capoté pendant qu'on était là parce qu'il y avait une équipe de tournage française qui venait tourner une émission sur du monde qui avait switché de style de vie, là, du tout au tout. Et une instructrice de plongée de l'Advance, elle était une des personnes qui se faisait suivre pour filmer un des sujets de cette émission-là. Donc, on a participé au tournage. Tout notre cours Advance, les 2 jours, on participait au tournage. Puis là, ils nous interviewaient. Puis on était comme on faisait partie de la... Fait que, ouais, c'est génial. Je veux ça, cette vidéo-là. C'est quoi? Ça fait 2 ans de ça, puis l'émission n'a pas été sortie encore. Ça a été retardé. Il y a eu des retards de production. Puis là, à cause du COVID, ça devait sortir juste avant que le COVID tombe. Puis là, ça a été retardé encore à cause du COVID. Fait que on vous tiendra au courant, là, parce que moi aussi, j'ai vraiment hâte de le voir. Ouais! C'est donc bien un addon, encore une fois, que ça a tombé sur vous, un tournage. Puis, ouais. Fait que, on a vécu plein de choses, puis là, ils tripaient là, sur le couple québécois, là, tu sais.
Fait que ça a été vraiment un beau moment, puis on a vraiment, vraiment découvert de quoi, là. Moi, pour vrai, je pense qu'il n'y a pas un endroit au monde où je suis mieux que sous l'eau. C'est hallucinant, le feeling que tu as d'être sous l'eau, de voir la vue marine, d'être comme une espèce de spectateur muet de ce qui se passe, tu sais. Il y a des règles très, très strictes en plongée sous-marine, de pas toucher aux coraux, de pas toucher aux poissons, de pas... fait que t'es vraiment un spectateur muet de ce qui se passe, puis tout ce que t'entends, c'est le bruit de ta respiration. C'est relaxant. C'est zen, là, c'est hallucinant. On a vécu vraiment des beaux moments. On a vu Nemo. T'as-tu vu Doris? Non, on n'a pas vu Doris, mais on a vu Nemo. Après ça, on a vécu une expérience capotée. Moi, je pensais pas que ça existait dans la vie des requins-baleines, mais j'ai découvert c'était quoi. C'est le plus gros poisson de l'océan. C'est énorme, c'est capotant. Fait qu'on a la 8e plongée de 9. On a eu de la chance incroyable de nager avec un requin-baleine. C'est là que tu réalises que t'es petit, hein? Que la nature est grande et forte. C'est capoté, il a fallu que je me recule parce qu'on a une vidéo de ça, il a fallu que je me recule puis que je laisse Vincent comme y aller pour être capable de l'avoir au complet, Vincent et le requin-baleine dans la vidéo. Puis Vincent, lui, il avait la GoPro, puis tu sais, c'est wide, là, l'écran de la GoPro, puis il était même pas capable de voir le requin-baleine au complet dans la GoPro. My gosh! Ouais. C'est énorme. Mais c'est incroyable. On a plongé de nuit parce que quand tu fais ton advent, c'est 5 plongées en 2 jours. Fait que 3 plongées une journée, dont la plongée de nuit, puis 2 plongées une autre journée, puis une plongée en eau profonde à 30 mètres. Puis à 30 mètres, on a plongé sur un bateau de la Deuxième Guerre mondiale qui a été donné à Côte-à-Eau, coulé volontairement pour faire des coraux artificiels, un récif artificiel. C'est hallucinant. Ils ont laissé les canons dessus. Fait que tu plonges, puis là, à un moment donné, tu vois ça apparaître, cette épave avec les canons, la tour, puis tout le kit. Est-ce que tu peux aller à l'intérieur? Est-ce qu'il y a des possibilités de vraiment passer? Oui, sauf que c'est un autre cours pour faire de la pénétration d'épave en plongée sous-marine. C'est une autre spécialité. Fait que comme nous, on n'était pas à l'aise encore. C'était pas ça notre cours. Fait qu'on n'est pas rentré dedans. Mais oui, tu peux faire la spécialité puis rentrer dans les épaves. Donc, celle-là, les gens, ils rentrent dedans là, quand ils ont fait le cours. Ouais. Wow! Hey, sérieusement, c'est drôle parce que moi, s'il y a une chose dont j'ai peur, étrangement, c'est la plongée, dans le sens où on dirait que... C'est vrai? Oui, de me retrouver dépendante d'un tube, d'une bonbonne. On dirait que je me dis, il n'y a pas d'issue, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est vraiment juste de le faire, de faire le premier pas, le premier step. Toi, tu n'avais pas peur du tout au départ, avant même, tu n'avais pas d'appréhension? En fait, je te dirais pas, j'avais pas peur. Ça, c'est j'avais pas peur. Est-ce que j'avais des appréhensions? Oui. Ça, c'est autre chose. Oui, j'avais des appréhensions parce que j'ai eu des problèmes avec mes oreilles. OK. Fait qu'à la base, j'avais peur, j'avais des appréhensions à ce niveau-là, là, que je réussisse pas à égaliser mes oreilles puis que ça me fasse mal. Parce que moi, plonger dans une piscine dans 12 pieds, je suis pas capable. Fait que, tu sais, j'avais peur à ce niveau-là de pas être capable puis que ça me fasse trop mal. Mais finalement, c'est tellement bien encadré puis les techniques sont tellement bonnes que, effectivement, tu peux y aller puis j'ai pas eu de problème avec mes oreilles. L'autre chose, tu dis être dépendant de la bonbonne, c'est sûr qu'il faut faire confiance à l'équipement. Hein? Oui. C'est comme quand tu vas faire du saut en parachute, ce que j'ai fait aussi, il faut que tu fasses confiance à l'équipement. Fait que, à un moment donné, tu n'as juste pas le choix de te lancer. T'sais. Je veux dire, tu vas aller le faire parce que tu veux le faire. Oui, je pense que ça dépend aussi de ta... Je pense que ça dépend aussi de ton niveau de volonté. Ouais. À quel point tu veux le faire. Oui. Mais la plongée sous-marine, c'est super sécuritaire. Là. Quand l'équipement est en bon état, c'est très, très sécuritaire. Puis, s'il arrive un pépin quand tu as fait le cours, et d'où l'importance de le suivre dans la langue que tu es à l'aise, parce que s'il arrive un pépin, mais tu as plein de techniques. Tu ne vas pas nécessairement mourir. Tu vas peut-être faire un accident de plongée, mais ils vont te mettre dans une chambre hyperbare, puis tu vas pas mourir. T'sais. Mais c'est ça, c'est que tu as des techniques pour minimiser l'impact. Justement, s'il arrive un pépin, tu as des détendeurs d'urgence, pour ça que tu plonges toujours à 2, tu peux respirer sur le détendeur de l'autre si jamais le sien ne fonctionne plus, puis remonter à la surface. Bref, toutes des techniques quand même, qui viennent avec oui, c'est somme toute très, très sécuritaire. Quand tu apprends l'information, tes appréhensions, ils diminuent. 100%. Tu es de plus en plus en contrôle, puis tu sais quoi faire pour X, Y, Z. Mais écoute, tu m'en empêches, tu m'as donné le goût. T'es bonne pour conter des histoires, t'es bonne pour nous plonger, jeu de mots, directement dans l'environnement. Là, ça me donne le goût. Je te dis pas, je vais garder mes appréhensions, mais je vais aller outre mes appréhensions, en fait. Mais tu sais que tu peux l'essayer dans une piscine avant, tu sais. Oui. Au Québec, on peut le faire dans une piscine. Fait que tu peux aller faire comme un cours d'initiation, là, puis l'essayer dans une piscine. Ou bien, exemple, à Percé, le Club nautique de Percé, ils font des cours d'initiation en mer.
Pour ceux qui n'ont jamais plongé, tu es accompagné d'un guide d'un maître plongeur, puis il va plonger avec toi, puis tu ne plongeras pas aussi profond que nous, on plonge. Fait que tu peux aller l'essayer, puis tu vois si tu aimes ça ou pas. 100%. Je pense que j'avais vu quelque chose passer, puis en plus, tu as les loups de mer tantôt. Ça doit être vraiment cute! Mais c'est vraiment hot. Van, j'aimerais ça qu'on s'en va tranquillement vers la fin. J'aimerais ça, avant d'aller avec les questions en rafale, que tu nous parles un petit peu de ton beau projet qui est passé du plan A au plan B, au plan C, au plan Z. Parce que avec la situation actuelle, on n'a pas le choix d'être flexible. Donc, tu es en train de réaménager ta boîte de pick-up. C'est quoi ce projet-là? En fait, c'est que le plan A, qui était de partir 6 mois en voyage, d'ailleurs, on a des billets d'avion qui n'ont même pas été cancellés encore, on devait partir le 10 octobre pour première destination, la Jordanie, après ça, partir pour un tour du monde, un peu sur un nowhere. Là, on avait une idée d'itinéraire, mais pas très précis encore. Puis finalement, on n'a jamais eu le temps de le finaliser parce que le COVID est arrivé. Finalement, là, on se disait, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'achète une roulotte de camping? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? On est passé par plein d'idées et on est venu à la conclusion qu'on allait aménager notre boîte de camion. Nous, pour vous mettre en contexte, on a un Toyota Tundra avec une boîte de fibre de verre par-dessus la boîte. Parce qu'on a des toutous, puis c'est la maison des toutous quand on se promène. Fait que là, on s'est dit, on pourrait l'aménager. C'est pas pire que quelqu'un qui a une Dodge Caravan puis qui aménage sa vanne. Fait qu'on s'est dit qu'on allait aménager la boîte de camion. Là, je me suis mis à checker des vidéos sur YouTube, à checker des blogs, à checker qu'est-ce que le monde y faisait puis qu'est-ce qui avait l'air le plus fonctionnel. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire un lit dans la boîte de camion pour comme clairer les roues, parce qu'il y a comme le bump des roues dans la boîte. Fait qu'on va juste dépasser ça pour avoir la pleine largeur de la boîte. Puis on va se faire des tiroirs en dessous pour ranger le stock. Puis, on va partir. Notre but, c'est de se rendre dans l'Ouest. Notre but, c'est de se rendre jusqu'en Colombie-Britannique. On va dormir dans le camion aussi longtemps qu'on va être capable de dormir, parce qu'à un moment donné, l'automne tard, puis l'hiver va nous rattraper. À ce moment-là, on s'est dit qu'on se louerait des appartements Airbnb. Là, le plan qui restera à déterminer, parce que c'est encore des si puis des peut-être, si la frontière avec les États-Unis ouvre, notre but est d'aller passer l'hiver aux États-Unis à la chaleur. Aller visiter tous les parcs nationaux là, de l'Utah, le Wyoming, l'Arizona et compagnie. Puis si ça ouvre pas, on va rester dans l'Ouest pour une partie de l'hiver. On ne sait pas encore combien de temps, le temps que ça va nous tenter. Puis nous, on aime les sports d'hiver, on fait du ski de fond, de la raquette. Vincent fait du ski alpin, moi je fais du snow. Fait qu'on va aller profiter de l'hiver, Alberta, Colombie-Britannique, des Rocheuses, puis tout ça. Là. Le nord du Canada, vous tentez pas, genre monter au Yukon ou... Mais c'est fermé en ce moment. Fait que oui, si ça ouvre, c'est un des plans, bifurquer vers le Yukon. Oui. L'Alaska, si la frontière avec les États-Unis ouvre. Mais encore là, c'est comme je te dis, c'est toutes des si et des peut-être. La seule chose qu'on sait, for sure, en ce moment, c'est qu'on aménage la boîte de camion. Puis que cet automne, on part sur un nowhere. Où c'est que ça va nous mener? J'adore! On ne sait pas. On va vous suivre dans les articles de blog, dans les stories. Vous nous suivez sur les stories Instagram, Facebook et tout ça. Puis là, la semaine passée, pour mettre en branle tout ce plan-là, la semaine passée, je magasinais une toilette portative chimique. Fait que je magasinais ça parce que bon, il y a un peu, tu sais, c'est pas une roulotte de camping, ce qui fait en sorte qu'on n'aura pas de toilette, ce qui fait en sorte que, en tout cas, puis là, on essayait de trouver des options d'alternatives. Fait que là, on a trouvé ça, c'est une toilette chimique portative de camping avec des espèces de sacs en biogel là, qui gèlent le truc que tu peux jeter aux poubelles après. C'est super écologique, c'est super propre et tout. Pas trop dégueulasse pour la vider, c'était comme mon critère. Après ça, j'avais déjà une poche à douche, là. C'est une espèce de poche à eau avec une valve de douche que tu peux accrocher quelque part pour pouvoir prendre ta douche. Ce qui fait qu'on a acheté une tente à douche. C'est comme une tente toilette douche. C'est une petite tente qui est haute, mais pas très large, tu sais. Je vois le genre. Genre 1 mètre carré, là, style. Ouais. Puis on va pouvoir comme monter ça, puis à côté du camion, tu sais, mettre notre toilette, puis prendre notre douche là-dedans, en tout cas. Ah, mon Dieu, j'aime ça, c'est créatif. Ça va être rustique, là, tu sais. Mais en même temps, c'est le fun parce que ça va vous permettre, tu sais, vous dormez dans votre pick-up, mais après ça, vous profitez de l'endroit où vous êtes, tu sais, ça va vous amener à vraiment profiter de l'environnement. Mais wow, des beaux projets, ça, Van! J'ai hâte de voir évoluer tout ça. On a bien hâte de voir nous aussi, hein, parce que c'est comme, on le sait pas. Non, c'est ça. Ça change un peu les... On laisse l'avenir un peu nous guider, puis moi, je trouve ça beau avec ça, tout dépendant de l'ouverture, comme tu le disais, des frontières, etc. Fait qu'en tout cas,
On se laisse aller là-dedans. Puis là, c'est le temps des questions en rafale. Les questions en rafale. OK, je tiens à dire que c'est une nouveauté dans le podcast. T'es ma première à l'expérimenter, la chanceuse. Contente de tester ça. Oui, donc bien sûr, ça touche le voyage. Le but, c'est vraiment de nous dire ce qui te vient à l'esprit le plus vite possible. OK, donc, on a une couple de questions. T'es prête? Yes. OK. Donc, en commençant, la chose la plus étrange que tu as vue en voyage? Au Bangladesh, étrange et choquant. J'ai assisté à une cérémonie de rituel de passage à l'âge adulte là, d'une tribu. J'ai pas vu le moment où ils faisaient tourner les gens, mais en fait, ça consistait à accrocher des crochets dans la peau du dos des jeunes garçons qui avaient à peu près, selon moi, 15, 16, 17 ans, et à les suspendre, puis à les faire tourner dans les airs. Mais mon Dieu Seigneur! OK, j'ai des frissons qui parcourent tout le corps. Je pense qu'il n'y a rien qui va accoter ça, là. Oh mon Dieu! OK. Ouais. Intéressant. Puis, le meilleur conseil de voyage que tu as reçu? Que j'ai reçu, de faire confiance à mon instinct en voyage. Tu sais, là, la petite voix intérieure qui te dit « Ah, c'est peut-être pas une bonne idée. » Ouais, ça. Ton red flag, comme on dit. Le cœur le sait. Ouais. Est-ce que tu es plus du genre hublot ou allé? J'étais hublot avant. Maintenant, je suis beaucoup allée. En fait, c'est que... parce que maintenant, je fais beaucoup des plus gros vols. Je vais plus loin. Puis, je suis tannée de déranger tout le monde pour me lever parce que je me promène beaucoup. OK. T'as dégourdir. J'avoue que des longs vols, des fois, c'est... Excusez, oui. Je me promène beaucoup et moi, je me déshydrate en un temps record en avion. Fait que je bois énormément d'eau. Fait que je vais souvent aux toilettes aussi. Okay. I feel you. Le temps le plus long que tu as passé sans prendre une douche? 4 jours. OK. Dans quel contexte? Ouais, dans la traversée des Long Range. Ah, ouais. Là, ça, t'aurais pris ta petite douche en plastique portative. Je l'avais pas amenée, fait qu'on se lavait aux petites lingettes. C'est bien parfait. Je pense que quand t'es en autonomie, t'as pas le choix. Un plaisir coupable en voyage, c'est quoi? Manger. Ah, oui, manger. On voyage pour manger. Manger n'importe quoi. Juste manger. Déguster des produits du terroir. Puis ça, c'est la même affaire au Québec. Hein. Peu importe où je suis, c'est mon plaisir coupable. Et me faire masser. OK. Ouais. En Thaïlande, là, je t'ai servi. Vraiment. Oh mon Dieu, mais oui, puis c'est très abordable aussi. T'as-tu perdu beaucoup de choses, toi, en voyage? Combien de choses t'as perdu? J'ai pas le décompte. Je me suis fait voler ma casquette dans une auberge jeunesse. J'étais vraiment fâchée. Perdu, des cossins, là, tu sais, perdu ma brosse à dents, ma brosse à cheveux, des choses comme ça. Mais mettons, le plus gros morceau que j'ai perdu, c'est ma housse de sac à dos. Dans le fond, quand je voyage, là, j'ai une housse que je rentre mon sac à dos dedans pour passer mon sac à dos dans l'avion, là, pour pas que mes straps ils pognent dans toutes les courroies de trucs à bagages. Là. Ça, là! Je sais, le recouvre-sac. C'est ça. Fait que j'ai un cover de sac qui est comme une grosse poche que je rentre mon sac dedans. Puis ça, je l'avais oublié dans mon taxi à Glasgow, en Écosse. Écoute, petite chose, comme tu n'as rien eu de majeur. Puis, non. Qu'est-ce qui te fait sentir pleinement vivante quand tu voyages? Oh my God! Les grands espaces, je pense. D'être face au paysage, face à l'immensité, prendre une grosse draft d'air frais dans un paysage qui se peut pas. Exemple, au sommet du mont Kinabalu. Et je te dirais, même feeling en dessous de l'eau, sauf que là, prendre une grosse puff de ma bonbonne. Puis on termine, Van, avec un fait wild sur toi. Hey, sais-tu quoi? Moi, j'ai tout écouté tes podcasts, OK? Systématiquement, tous tes podcasts. Puis, tout le monde, à la fin, ils sont comme « Ah, je le sais pas. Ah, hey. » Moi, je suis comme « Non, moi, je suis prête. J'ai des réponses pour toi, puis j'en ai même 2. » OK, go, shoot. 1, j'adore les tatous. J'ai beaucoup de tatous. T'en as combien? Je sais plus. Okay. Tu comptes plus? Non, j'en ai une dizaine, là, mais j'en ai comme de raboutés à d'autres que j'avais. Fait que je sais plus. Je me suis fait tatouer en voyage d'ailleurs à Hawaï. Moi puis mon ami, on est partis en voyage à Hawaï, puis on a tous les deux le même tatou.
on s'est fait tatouer la même chose. C'est une tortue maori avec la forme de l'île de Maui en dedans de la carapace, ouais. Ah. Puis c'est ça. Fait que j'aime beaucoup, beaucoup les tatous au grand... ma mère, elle trippe pas, là. Au grand désarroi de ta mère. Ouais, c'est ça. Au grand désespoir de mes parents. Ouais, puis le deuxième fait, c'est que je sacre beaucoup. Je sacre énormément dans la vie. Okay. Je travaille avec des gars, hein. Puis c'est ça. Fait que j'essaye de travailler là-dessus, de moins le faire, tu sais. Mais, écoute, ça va trop parler dans le podcast. Hey, non, mais je me force, là, tu sais. Mais quand je fais ça, quand j'enregistre mes podcasts ou comme là, c'est plus facile. Parce que je suis comme pas en contexte de « j'ai le goût ». De sacrer. Mais dans la vie de tous les jours, tu sais, je me cogne un orteil, là. Ouais, c'est ça. Il sort facilement. Ah ouais. Van, pour terminer, où est-ce qu'on peut te trouver? Où est-ce qu'on peut te suivre tes futures épopées à venir là, à travers l'Ouest canadien? Ben tout est sur Espace Nomade. Donc, sur Facebook, c'est ça, Espace Nomade. Sur Instagram, c'est ça aussi. Le blog sur Internet, c'est www.espacenomade.ca. La chaîne YouTube est Espace Nomade aussi. Et le podcast, il y a une petite nuance. Le podcast, lui, c'est l'Espace Nomade. Ah. Donc, mes invités viennent discuter avec moi dans l'Espace Nomade. D'accord. Ouais. Je vois. Ouais, super. Ben, merci beaucoup, Van. Puis, guys, pour ceux qui nous écoutent, je vous invite à être à l'affût. Donc, le podcast sort ce jeudi. Et puis, bien sûr, comme à l'habitude, c'est un rendez-vous à chaque jeudi à midi. Je vous rappelle que Go Wild, c'est tout simplement le podcast qui inspire à sortir des sentiers battus puis à vivre pleinement. Bye bye, guys!